5, soyez les bienvenus dans Au Comptoir sur France Bleu Champagne-Ardenne, émission à laquelle vous pouvez participer. On va commencer par vous inviter, déjà auditeurs de France Bleu, au 0809 400 500. On vous attend au comptoir pour intervenir et gratuitement, même si certains d'entre vous se posent encore des questions avec un 0809. Est-ce payant? Non, ça ne l'est pas, c'est le prix d'un appel local. Vous pouvez donc nous rejoindre sans souci pour discuter et donner votre point de vue sur les sujets dont nous allons parler aujourd'hui, des sujets qui ne vous laisseront pas indifférents, j'en suis sûr, et nos invités non plus. Vous avez forcément un avis sur ces vidéos chocs que l'association L214 utilise pour sensibiliser sur l'utilisation ou la maltraitance des animaux. Eh bien, dites-nous si vous les avez vus, si vous êtes sensible à ces messages, si vous les jugez indispensables ou si vous les trouvez peut-être orientés, leur méthode pas très honnête peut-être. Dites-le nous au 0809 400 500. Deuxième sujet, la discipline dans les collèges. La France est à la traîne d'après un rapport de l'OCDE qui pointe le temps passé par les profs à faire la police. Cumulé sur l'année, ça représente 7 jours et demi par an. Nos mômes sont-ils vraiment si insupportables? Les profs sont-ils vraiment si incompétents? Les parents s'en soucient-ils tant que ça? En gros, la faute à qui d'après vous? On verra ça. Et puis, on se projettera également en 2050, où des mômes, là, il y en aura des milliards de plus. Ils auront intérêt même à se tenir à carreau. Nous serons 10 milliards à habiter notre bonne vieille Terre contre 7,7 milliards actuellement. Ce sont les projections de l'ONU. Et tout cela va forcément poser pas mal de questions et nous imposer de nouveaux défis à relever. On en parlera ensemble avec vous, donc auditeurs de France Bleu, et puis nos invités que je vous présente maintenant. Tiens, on va commencer par monsieur, pour une fois, c'est le seul autour de la table parmi deux femmes. Benjamin Fleury, bonjour. Bonjour. Les auditeurs de France Bleu vous connaissent? Certains auditeurs, oui, sans doute. Vous êtes jardinier et donc vous répondez à leurs questions qu'ils se posent. Ils ont envie de prendre soin de leurs plantes. C'est vers vous qu'ils se tournent tous les samedis matins. Voilà, de 9 à 10. En direct sur France Bleu, il répond à vos questions. Vous êtes jardinier à la ville de Reims, dans les serres? Tout à fait. Ouais. Votre poste précis là-bas, c'est quoi? Employé dans les serres de la ville de Reims. Okay. Et en ce moment, c'est quoi là? Qu'est-ce qui vous occupe? Alors là, c'est la fin des plantations de massifs. Vous avez pu constater, c'est bien fleuri pour la Coupe du Monde féminine notamment. Et là, il y a également encore beaucoup d'arrosage à faire, surtout avec la canicule qui approche, du rempotage. Il y a toujours de quoi s'occuper avec les plantes. C'est vous qui imaginez les motifs des massifs? Alors non, c'est pas moi. Non, c'est pas vous. Non, vous faites pousser. C'est réparti suivant les secteurs. Chaque secteur, en général, conçoit son massif. D'accord, donc pas vous alors cette année. Non, pas moi. Une autre fois peut-être. Véronique Montané, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe. Exactement. Dans le vignoble. Vous habitez le et vignoble. Pas que. Ouais. Pas que, puisque je suis photographe aussi de portraits. Donc voilà. Non mais je veux dire dans le vignoble, c'est principalement là que vous exercez vos talents de photographe. Oui et non, parce que je fais beaucoup de photographies de studio, donc de bouteilles pour les vignerons. Ouais. Et puis après, oui, quelques photographies de vignerons, notamment bientôt les reportages de palissage. Ah, bah oui, ça y est, c'est parti là, c'est vrai. Karine Charlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes community manager, donc gestionnaire de réseaux sociaux. C'est ça. Et exactement. Également photographe. Oui, parce que quand on est community manager, il faut du contenu, on doit savoir rédiger, on doit savoir faire des photos, et accessoirement, c'est quand même mieux quand on sait faire des photos. C'est mieux. Et vous diriez que la sensibilité d'une femme donne des photos plus jolies que celles faites par un homme? Parce que l'œil féminin donne de plus jolies photos ou un regard différent d'un œil masculin? Alors, je dirais que dans le métier, il y a de plus en plus de femmes. J'ai pris la parole, Karine. Il y a de plus en plus de femmes, notamment dans les écoles de photographie, où on constatait déjà, moi, quand j'étais à l'école de photo, qu'il y avait plus de filles qu'avant. Parce qu'avant, c'était un métier très masculin, dans les années 80 encore. Maintenant, il y a beaucoup plus de femmes, parce que je pense que les femmes sont peut-être plus sensibles, effectivement. C'est-à-dire que quand on dit sensible, c'est-à-dire sensible à l'oreille, sensible à l'œil, sensible à l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'elles font de plus belles photos, parce qu'il y a des hommes qui font de très très belles photos. C'est juste qu'on a une autre façon d'aborder les choses. Ouais, tout à fait. Le côté sensible, je l'ai repéré aussi, parce que même sans faire de généralisation énorme, les photographies de femmes, je trouve qu'elles sont plus sur l'émotion, grosso modo, que... sur la composition c'est difficile à expliquer, c'est l'émotion qui transpire peut-être plus que sur les photographies d'un homme, mais pareil, il y a des hommes qui font des très belles photos, très émouvantes aussi, donc il y a peut-être une petite tendance, mais il faudrait limite l'étudier. Voilà. Il y a le bon photographe et il y a le mauvais photographe. Le bon photographe, il fait une photo, c'est une belle photo. Voilà. Le mauvais photographe, il appuie sur le bouton, mais bon...
C'est un mauvais photographe. Et voilà. Et en plus, la photographie. J'adore le résumé. Dites-moi, l'accent, ils viennent d'où? Marmande, le Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne. Voilà. D'accord. Pays bien. de la tomate. J'espère Mais, qu'on nous en balancera pas pendant les 2 heures qui y viennent. Non, mais Qu'on comme passera je ensemble. préfère le champagne, Ouais. je préférais émigrer ici. Troquer la au tomate pays de la contre le champagne. Au Bon, pays du champagne. bienvenue à tous les 3 en tout cas. Merci. On va pouvoir discuter des sujets que je vous ai présentés tout à l'heure, mais vous le savez, on est quand même au comptoir. Hein, l'établissement France Bleu, c'est un peu le troquet et l'heure du comptoir. On va entrer dans le vif du sujet. Mes chers invités, alors je rappelle qui est autour de la table aujourd'hui. Benjamin Fleury, Véronique Montané, Karine Charlier, pour donc évoquer différents sujets. Le premier sur lequel je vous propose de réagir, ce sont ces vidéos chocs que vous avez vues, dont on a entendu parler hier, cette fameuse association L214 qui a fait sa spécialité de ces vidéos chocs sur l'utilisation ou la maltraitance des animaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez vu cette vidéo déjà? Votre premier sentiment à la découverte de cette vidéo? Alors moi, je n'ai pas vu la vidéo qui a été rediffusée là directement, mais par contre j'avais déjà vu cette vidéo ou d'autres vidéos équivalentes il y a quelques temps, peut-être 1 ou 2 ans. J'avais déjà dû voir ça, et je me souviens que j'avais été extrêmement choqué effectivement. Bon, avec du recul, en revoyant les images, c'est moins choquant, mais ça reste très très gênant au niveau de l'éthique et de notre comportement vis-à-vis des animaux, quoi. C'est clair que c'est pas normal. Alors ce sont, on va le préciser, hein, ce sont des vaches qu'on appelle des vaches à hublot. Alors c'est eux qui utilisent ce terme-là pour que ce soit plus parlant, pour que ça choque peut-être un petit peu plus. On appelle ça des canules. Donc dans le milieu de l'expérimentation animale ou agronomique, qui permettent un accès direct à la panse des bovins et qui servent donc à observer et à étudier leur digestion. C'est une pratique qui est peu connue du grand public. Beaucoup l'ont découvert avec cette vidéo parue hier, mais ça existe depuis le 19e siècle. C'est pratiqué déjà depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, Le Monde précise, dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, un documentaire qui date de 1970 décrit ces technologies tout en poésie. Je cite: les fistules, donc ces hublots, sont un livre ouvert sur les mystères de la genèse de nos plats favoris. On avait une approche quand même bien différente il y a 50 ans. Ah bah, carrément, oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous, de ces expérimentations sur animaux? Moi, évidemment, la lecture, au visionnage de la vidéo, je trouve que c'est un peu violent. Après, oui, il faut remettre les choses à leur place. L'expérimentation animale, on doit passer par là dans certains cas, on n'a pas trop le choix. Mais après, est-ce que là, c'est vraiment obligatoire? D'après ce que j'ai compris, là, l'objectif, c'est de produire davantage de viande ou de lait. Parce que dans le reportage, on parle de viande au départ et après, on parle de lait. Alors, bizarre, à mon avis, c'est les deux, hein, évidemment. Après, on est dans une société aujourd'hui où on nous dit on mange trop de viande. On a une alimentation trop riche. Le lait, c'est pas obligatoire après tel âge. Je sais plus quel âge exactement. C'était quoi, 4 ans? Je sais plus. Je sais plus. Et là, on nous parle de produire plus, enfin que les vaches produisent plus de viande, plus de lait. Voilà. Alors, il y a une incohérence, je trouve. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Au final, ce type d'expérimentation, on va dire que ça nous apporte des connaissances. Toute connaissance est bonne à prendre. Mais dans quelle optique on va se servir de ce qu'on va récolter de ces informations-là? Ce sera sans doute pour leur donner à manger des choses qu'elles ne mangent pas normalement, au final, parce que quand elles sont dans une prairie, elles mangent naturellement ce qu'elles ont besoin. Ouais. Donc ça, c'est typiquement des expérimentations qui servent plus pour les grosses exploitations et pour leur faire manger des choses qu'elles ne mangeraient pas, en fait. Oui, pour de l'intensif, comme donc, toujours. Donc ça va encore plus loin dans le dérèglement des systèmes de production et un éloignement de la nature, quoi. C'est ça. Donc moi, contre. Alors il y a un président de centre de recherche de l'INRA près de Clermont-Ferrand qui dit tout ça sert à optimiser l'apport alimentaire des animaux, à limiter les problèmes sanitaires, par exemple les troubles liés au fonctionnement du rumen. Le rumen, c'est une partie de l'estomac du bovin qui sert donc à digérer tout ça, améliorer la qualité des produits en maîtrisant les matières grasses du lait qui dépendent de la façon dont sont dégradés les aliments dans la panse. Donc c'est pour ça qu'ils regardent vraiment, grâce à ce trou,
ils font des prélèvements. Ouais, non, mais c'est bizarre quand même. Moi, je pense que et puis enfin, étudier et comment limiter les émissions de méthane. Depuis le 19e, j'imagine qu'ils ont eu le temps de faire. C'est ça. Voilà, on se dit que normalement ils ont eu le recul nécessaire. Ils ont eu le temps de faire tout ça. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Ouais. Il y a 30 ans, il y en avait 2 fois plus. Des et là, vaches. il y en a 6, il disait sur le. Dans cette ferme et en France, d'après l'INRA, il y en a une trentaine. Ouais. Alors moi, ce qui m'a choqué, au-delà de ce qu'ont dit Karine et Benjamin, que je rejoins tout à fait, il y a aussi ce recul. Je me dis depuis le temps quand même, ils ont dû avoir le recul. Et autre chose, avec les moyens qu'on a maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens que ça? Parce que ce qui m'a choqué, c'est qu'on dise que l'animal ne souffre pas. Comment peut-on évaluer la douleur d'un animal? Parce qu'on ne peut pas le voir sur lui. Un animal, par instinct de survie, ne montrera pas sa souffrance, même s'il souffre, puisque ça fait de lui une proie. Des comportements, peut-être. Voilà. Alors je ne sais pas comment ils peuvent... Enfin, moi, je ne sais pas, on me mettrait un trou dans le flanc à fouiller dedans. Je suis désolée, mais je pense qu'il y aurait quand même une souffrance et un stress, quoi. Vous n'êtes pas une vache, oui, heureusement. Véronique. Elle commence bien cette émission. C'est pas bravo. À qui le tour? Comparons ce qui est comparable. Un bovin, c'est quand même tout ça pas pour la dire même chose. On est des mammifères. On est des mammifères quand même. Donc voilà le lien. Voilà, moi ça me fait mal au cœur de voir ça parce que je me dis comment peut-on affirmer que l'animal ne souffre pas? L'animal va pas se plaindre. Et puis il y a le stress causé quand même. Ça doit être un stress. Et puis les risques d'infection, les risques. On imagine que c'est pour les besoins de la recherche. Ils vont pas chercher à abîmer l'animal, à le faire souffrir, puisqu'il doit être en mesure de servir la recherche, donc d'être finalement dans la meilleure des formes possibles. Je me fais un peu l'avocat du diable, là, mais pour alimenter un peu l'estomac de cette émission, du coup. Et donc, je me dis, ils ont tout intérêt à ce qu'ils soient en bonne santé, donc. Et pour avoir entendu aussi des interviews à ce sujet-là, il y a ils font des anesthésies générales lorsqu'ils mettent la canule à la vache. Heureusement, heureusement, oui, parce que sinon, on pourrait imaginer à vous entendre que ça souffre, non, c'est pas par rapport à ça. Mais un trou, post-opératoire, nous-mêmes, on en souffre quand on a un post-opératoire. Mais il est évident que même si pour eux l'intérêt c'est d'avoir quand même un animal en bonne santé, je veux dire, on peut être en bonne santé et souffrir d'un post-opératoire quand même. Et je suis pas une professionnelle moi de l'agriculture et encore moins de l'élevage. Mais disons que j'ai l'impression que depuis le temps que ça existe, c'est la première fois que j'en entends parler. Et j'ai un peu l'impression quand même que c'est quelque chose qu'on cache parce qu'on sait que ça va choquer. Mais il y en a et pas pourquoi on le cache si on est tranquille avec cette idée? En France, donc c'est pas très répandu déjà. Non, mais donc, c'est pas comme s'il y avait des vaches plein les champs. Pourquoi faire un scandale maintenant là-dessus, puisque ça existe depuis si longtemps? C'est la question que je me pose, moi. Parce qu'apparemment, c'est pour ça que je vous ai cité la façon dont c'est la chose qui relance le débat. Non, mais parce que je pense que les états d'esprit ont changé, peut-être. Quand on vous dit, enfin, étudier. Attendez, où est-ce que j'avais noté ça? Les fistules sont un livre ouvert sur les mystères de la genèse de nos plats favoris. Ça, c'était. On décrivait des vaches à hublot, donc avec le chercheur qui met sa main dans l'estomac comme ça, comme un livre ouvert sur les mystères de la genèse de nos plats favoris. L'approche était quand même bien différente. Il y a, donc, à l'époque. Que dirait cette personne sur la coloscopie aujourd'hui? La classe, très bien. Fallait pas m'inviter. Bon, sinon plus largement, les méthodes utilisées par cette association, qu'est-ce que vous en pensez? La façon dont elle a de dénoncer des choses qui lui paraissent pas normales, pas acceptables. Alors, il n'y a pas que ça, il y a eu les élevages L214, cette association qui fait donc sa spécialité, c'est les vidéos chocs. Les abattoirs, c'était eux aussi ça. Les abattoirs, les élevages intensifs de poules. Ils sont super, ils sont comment dire, ils sont engagés, super extrêmes. Ouais, après, il faut toujours relativiser. Et, moi-même qui suis super axé sur l'écologie, etc. et le bien-être animal, je reconnais qu'il y a des fois c'est un peu too much. Par contre, s'il n'y avait pas ces organismes-là, ces associations-là, qui mettaient le doigt là où il fallait pas, où il fallait plutôt, on remettrait pas des sujets importants sur la table non plus. Oui, et puis il faut choquer pour avoir une prise de conscience de cette façon. Oui, c'est sûr que leur intervention permet vraiment une prise de conscience ou même éventuellement la révélation de certaines informations qu'on n'a pas. Quand on voit effectivement les scènes dans les abattoirs, c'était assez impressionnant aussi.
Est-ce que le but est uniquement de choquer ? Est-ce que c'est de faire changer ? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus doux pour essayer de faire changer les choses ? Je pense pas. On change rien avec la douceur, je crois. Non. C'est mon point de vue. Mais est-ce que vous avez arrêté de manger de la viande ? Alors non. Non, j'adore la viande. Par contre, j'ai sans doute changé ma façon de m'approvisionner en viande. Ouais. Elle vient d'un abattoir, votre viande ? Elle vient forcément d'un abattoir. Presque forcément. Mais... On va accueillir Alain, si vous voulez bien, qui souhaite intervenir dans le débat. Et Alain est le bienvenu. Bien sûr, on ouvre cette émission aux auditeurs de France Bleu. Bonjour Alain. Oui, bonjour. D'où nous appelez-vous, Alain ? De Tinqueux. De Tinqueux. Alors, peut-être un avis sur cette vidéo choc autour des vaches à hublot ? Oui, pour moi, je ne suis pas choqué. Je voulais simplement dire qu'il y a 40 ans, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Donc dans les années 80, début 80, j'habitais aux États-Unis chez des amis à Washington. Et la jeune fille à l'université avait pris l'option donc animalerie, etc. Et ils avaient déjà des vaches à hublot. Alain, juste une petite seconde, s'il vous plaît, Alain, oui. Pardon, je vous coupe. Est-ce que vous pouvez couper la radio qui est derrière vous parce qu'on vous entend deux fois et c'est du coup pas très agréable. Moi, c'est pareil, c'est grave. Oui, vous aussi, j'imagine, vous m'entendez deux fois, donc c'est pas agréable non plus. C'est bon. Donc voilà, les vaches à hublot, mais c'est ce que je disais, on les connaît, les vaches à hublot, même en France, depuis le début du XXe siècle. Oui. Les expérimentations sont menées de cette manière-là, dans le restaurant directement. Là, c'était pas pour le volet expérimentation, c'était pour le volet connaissance de l'animal. Ah oui. D'accord. Donc ils prennent même pas le soin de les disséquer mortes, c'est-à-dire qu'ils regardent comme ça du vivant. C'était pour les voir en fonctionnement. D'accord. Justement, et moi je me souviens la jeune fille qui avait 22 ans, la première fois qu'elle est rentrée à la maison et qu'elle a dit « Oh, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire », c'était quelqu'un qui voulait en faire son métier. Hein. Elle est rentrée avec la vache et son collier avec la vache, là, non ? Elle a ramené la vache, non, mais elle a ramené l'information et les photos. Ouais. Et moi, ça m'avait impressionné. Je me disais... Est-ce qu'à l'époque, vous aviez été choqué de voir ça ? Choqué, non. Je suis chercheur moi-même. J'étais déjà chercheur à l'époque, parce que là, j'ai pas de 80 ans. Non, j'étais simplement surpris que la vache reste vivante. Et on m'a expliqué comment procéder l'opération. Et c'était de toute façon à ce qu'elle ait le minimum d'inconvénients. Oui. Mais oui. Heureusement. Parce qu'il faut qu'elle puisse continuer de fonctionner normalement. Oui, j'entends quelqu'un qui dit heureusement derrière, mais vous savez, il y a aussi des personnes qui expérimentent et qui ne font pas attention. Hein. Oui, malheureusement. Non, par contre, là, je pense que, il y a une époque, on a surtout étudié la digestion de la vache pour comprendre comment ça fonctionnait et pour optimiser les choses. Et ça, je le comprends. Après, je pense qu'on est arrivé à un stade où ça y est, on a compris comment ça marchait. Après, là, est-ce que l'enjeu, on vaut vraiment la chandelle là, en 2019, de continuer ça, selon vous? Écoutez, moi j'interviendrai aussi sur le problème de la douleur. Vous dites, ça c'est vrai que les animaux qui souffrent essayent de ne pas le montrer. Mais à partir du moment où on fait de la recherche, on peut mettre des électrodes pour voir si le cerveau est en état de douleur. Oui, ça c'est vrai, je pense, ouais. Sur un animal. Et ça a déjà été fait et elle ne souffre pas. Parce que moi j'avais posé la question. À l'époque, j'avais dit, mais les animaux... pendant l'opération, je suppose qu'il doit y avoir de l'anesthésie, etc. Mais je dis, après, ça les gêne ou pas? Mais c'est la question qu'on se pose. On a regardé au niveau, justement, des zones qui correspondent aux zones de douleur. L'animal était supposé, parce que les Américains, c'est pas les premiers à vouloir faire mal aux animaux. Hein. Bien sûr. Après, moi, dans l'article que j'ai lu, j'ai pas vu. À l'époque, je peux vous dire que ça défilait constamment. C'était à Washington, donc la capitale avec le président. Ça défilait constamment dans la rue, parce que les manifs aux États-Unis, on n'a pas besoin de déposer. Ouais. Une demande pour faire une manif. Tous les jours, vous avez des gens qui circulaient. On touche pas les chats, on touche pas les chiens, on touche pas les... Alain, une autre question. Alain, s'il vous plaît, juste une question pour terminer. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des méthodes et de cette association L214 ? J'ai pas
entendu la discussion là-dessus, donc je ne sais pas de quoi vous parlez là. Ah bon, bah c'est en fait, si on connaît ces vaches à hublot, ou si en tout cas elle ressort dans l'actualité depuis hier, c'est parce que cette association L214 a fait sa spécialité de tourner des vidéos chocs dans les abattoirs, dans les élevages intensifs, et donc là montre un chercheur mettre la main carrément dans l'estomac, et donc ça choque forcément. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ? Je pense que honnêtement, votre dernière phrase, boire la main dans l'estomac. Je signale qu'un chirurgien met la main dans le corps humain. Oui, mais alors c'est pas du tout la même finalité aussi. C'est pas juste pour optimiser des rendements, c'est pour en général sauver des vies. C'est la façon d'en parler qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que vouloir choquer comme ça, c'est pas sain non plus. Ça démarre sur un aspect négatif. On est à l'époque du buzz. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a quand même des gens qui l'ont fait pour des raisons positives. Moi, je l'ai vu dans le cas de la formation, parce que je suis universitaire. C'était pas mon domaine, parce que je suis physicien, mais je fais aussi la biologie. Mais j'avais trouvé ça très très bien, et j'avais quand même posé les questions. Est-ce qu'au niveau de la souffrance et tout, on m'a dit non, un peu tout est garanti. Et si dès qu'on s'aperçoit qu'il y a une vache qui a des problèmes, qui aurait des problèmes, il ne s'en servait plus. Il a sorti du circuit. Merci beaucoup Alain d'être intervenu et de nous avoir éclairé sur ce sujet et de par vos voyages aux États-Unis. Bonne journée à Tinqueux. Merci d'être intervenu. On va s'arrêter là sur ce sujet des vaches à hublot. On a bien regardé au travers. On voit un peu aussi chacun quelles sont vos positions. Et puis on va plutôt maintenant s'intéresser, Véronique, à votre choix musical, puisque autour de cette table vous êtes certains à avoir choisi donc un disque et vous avez choisi de nous replonger plutôt dans votre pays, du côté de Toulouse. Exactement. Alors bon, je suis pas toulousaine, mais je suis du Lot-et-Garonne, c'est voisin. Avec le groupe Bombe de Balle, qui est un groupe de Toulousaines que j'affectionne particulièrement parce que maintenant que je suis en Champagne, quand je les écoute, elles me font penser à mon pays. D'autant plus que le titre que j'ai choisi, parce que bon, il y en a plein de titres que j'aurais pu choisir qui m'évoquent quelque chose, mais celui-ci, la voiture, me fait penser à mes années de marmandaise comme photographe, où quand je parcourais les routes, j'avais une vieille Renault 5 qui roulait très bien, qui était vert cacadois, excusez-moi pour le terme, mais c'était ça. Ça existe, c'est une couleur déposée d'ailleurs. Et systématiquement, quand il y avait la police quelque part, j'y échappais pas, je me faisais arrêter, c'était pour moi. Et on va écouter la chanson et puis vous reviendrez là-dessus pour nous raconter deux, trois petites choses autour de ça, mais on va comprendre aussi avec la chanson ce qu'il a bien pu vous arriver. Voilà. La voiture, j'ai laissé les éraflures, j'ai pas refait la peinture et voilà les flics sont là. J'ai pas bouclé ma ceinture, j'ai mordu sur la bordure, je roulais à vive allure, on va voir s'ils sont sympas. J'ai pas lavé la voiture, j'ai laissé les éraflures, j'ai pas refait la peinture et voilà les flics sont là. J'ai pas bouclé ma ceinture, j'ai mordu sur la bordure, je roulais à vive allure, on va voir s'ils sont sympas. Je suis pas très bien peignée, je suis très mal attifée. Et voilà les flics sont là, j'ai pas payé la vignette, j'ai les phares qui sont en miettes, j'ai pneus tout des gonflettes, on va voir s'ils sont sympas. Je viens de me réveiller, je suis pas très bien peignée, je suis très mal attifée. Et voilà les flics sont là, j'ai pas payé la vignette, j'ai les phares qui sont en miettes, j'ai les pneus tout des gonflettes, on va voir s'ils sont sympas. M'échapper, oui, mais comment? C'est trop tard, les flics sont là. J'ai les clignotants qui déconnent, mais j'ai écrasé personne. Juste en fait la colonne, on va voir s'ils sont sympas. J'ai pas de peau en ce moment, j'ai pas de peau d'échappement. M'échapper, oui, mais comment? C'est trop tard, les flics sont là. J'ai les clignotants qui déconnent, mais j'ai écrasé personne. Juste en fait la colonne, on va voir s'ils sont sympas. J'avais pas toute ma conscience,
J'ai rompu mon abstinence et voilà les flics sont là. Je suis pas chez moi en France, j'ai pas payé l'assurance. Mon permis est en vacances, on va voir s'ils sont sympas. J'ai commis une imprudence, j'avais pas toute ma conscience. J'ai rompu mon abstinence et voilà les flics sont là. Je suis pas chez moi en France, j'ai pas payé l'assurance. Mon permis est en vacances, on va voir s'ils sont sympas. Passer, mon Dieu, quelle chance j'ai. De toute façon, j'avais rien fait. Voilà, les flics sont plus là. Mais c'est quoi ce sifflet? C'est pour moi où j'ai rêvé. On va falloir discuter. On va voir s'ils sont sympas. Ils font signe de passer. Mon Dieu, quelle chance j'ai. De toute façon, j'avais rien fait. Voilà, les flics sont plus là. Mais c'est quoi ce sifflet? C'est pour moi où j'ai rêvé. On va falloir discuter. On va voir s'ils sont sympas. Donc ce groupe de filles de Toulouse, voilà, le choix de Valérie, de Véronique. Véronique, pardon. Je confonds. Copain, hein. Non, mais... Ça va, je confonds. Donc alors, la voiture, la R5 quand vous étiez jeune photographe, vous débutiez. Voilà, jeune pas si longtemps donc du coup. Ah oui. C'est vous qui avez dit ça tout à l'heure. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Et oui, donc du coup, déjà, vous me prenez pour une vache le coup d'avant. J'étais une jeune bovine. Quelle valorisation. Mais c'est joli, une vache. C'est vrai. Ah, donc voilà. Donc oui, chaque fois qu'il y avait la police, c'était pour ma pomme. Je suis même partie une fois à suivre mes grands-parents qui eux-mêmes avaient une Renault 5. Et je les suivais. Eux, ils sont passés devant la police, ils les ont pas arrêtés, et moi, j'y ai pas échappé. Et systématiquement, ils me trouvaient un truc, parce que j'avais toujours un truc qui allait pas, les pneus lisses, le rétro cassé, j'avais l'assurance, j'avais oublié de mettre la vignette verte depuis 1 an, du coup, j'avais reçu même celle de l'année d'après. J'étais souvent comme ça, mais je suis quand même quelqu'un d'assez tête en l'air, surtout quand j'étais jeune, j'étais très tête en l'air, et pour moi, c'était des choses un peu secondaires qui me sortaient, voilà. Donc cette voiture me fait vraiment penser à cette époque-là. Et puis c'est un souvenir nostalgique mais joyeux. C'est quoi vous la voiture qui vous rappelle des souvenirs comme ça, la première, un peu déglinguée. La 106 Open bleue. Mais je voulais pas arrêter comme toi. La Saxo glisse du facteur. Pourquoi du facteur? Parce que c'était un facteur qui me l'avait vendu. Ah d'accord. Ok. Bon, discipline alors pas terrible au niveau du respect. Non mais j'ai changé maintenant. J'ai une Renault Espace, elle est tout bien, toute propre. Vous me voyez venir avec ma discipline. Et il y a la vignette. Un jour. Discipline parce qu'on va parler dans quelques minutes, chers invités, de discipline au collège. Wow. Apparemment, c'est compliqué. La France est pas très bonne pour faire respecter la discipline dans les classes de collège. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. C'est l'heure du comptoir. Je dynamite, je disperse, je ventile. Méfiez-vous, il est là. 11h46 sur France Bleu, c'est le comptoir. Deuxième sujet que nous évoquons avec nos invités, Benjamin Fleury, Véronique Montanet et Karine Charlier aujourd'hui. On va parler de la discipline dans l'enceinte des salles de classe, au collège notamment. Certains profs ont le plus grand mal à faire respecter la discipline et le calme pendant leurs cours. Le rapport de l'OCDE publié hier compare la capacité des enseignants de plusieurs pays à faire régner la discipline dans les salles de cours. De longues minutes à chaque cours, si bien que mis bout à bout, les collégiens français perdent en moyenne 7 jours et demi de cours chaque année. Est-ce que vous avez observé ça, vous, à l'époque où vous étiez en cours? Est-ce que ça remonte déjà de plus ou moins loin? Je ne sais pas, je ne voudrais pas choquer non plus, ni me montrer trop curieux, surtout vis-à-vis de vous, mesdames. Les souvenirs. Quand j'étais, déjà moi quand j'étais au collège, en classe. Moi déjà j'étais à un collège à Marmande qui s'appelait la Cité scolaire. Donc déjà rien que le nom, c'est assez parlant. Ouais. Mais par contre, je vais pas faire celle qui dira je préférais comme j'étais avant. Ouais. Parce que bon, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait quand même des professeurs qui n'étaient pas formés de la même manière que maintenant et qui avaient quand même clairement une autorité bien imposée, ce qui fait que et puis il y a une autorité pas que de la part des professeurs, mais également aussi de la part des CPE, la vie scolaire, etc. C'est plus la même société. Aujourd'hui, on peut pas comparer ce qu'on a vécu nous enfants et aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est pas la même société. Les enfants sont pas les mêmes. Il y a plus les mêmes codes. C'est plus les mêmes codes. C'est plus la même.
expérience de vie depuis la naissance, et plus rien n'est pareil. Donc on peut pas comparer. Et est-ce qu'on doit se passer de discipline pour autant ? Ah bah non, sûrement pas, non. Sûrement pas. C'est juste qu'il faut adapter. Le problème, c'est que les professeurs actuellement les professeurs français sont des mieux qualifiés actuellement, puisqu'ils font des hautes études. Sauf que là où ça pêche, c'est qu'ils n'ont pas de formation, je pense. Je suis pas prof, j'ai pas fait d'études de professeur, mais j'ai des amis qui sont dans le métier. Oui. C'est pas quelque chose qu'on leur enseigne en fait. Ils sont en fait un peu jetés dans la cage au lion, surtout les premières années. Donc vous diriez mieux qualifiés, moins bien préparés ? Oui, voilà. Je pense que les professeurs actuels, pour moi, sont plus pédagogues dans le sens où ils accordent beaucoup d'importance. Enfin, moi, je le ressens comme ça par rapport à mes enfants. Quel âge ont vos enfants ? Alors, j'en ai une de 11 ans et j'en ai deux de 16 ans et 17 ans. Et je vois par rapport à leur parcours, aujourd'hui, on peut envoyer un mail à un professeur quand on n'a pas compris. Ils sont abordables, on peut facilement aller les voir et essayer de comprendre les choses. Je pense que ça facilite les choses au niveau de l'enseignement et de l'évolution. En revanche, c'est vrai que la discipline, là, clairement, c'est pas ça. C'est pas la priorité, vous voulez dire, c'est ça ? J'ai des filles, moi mes filles en classe, des fois, elles vont faire 10 minutes de cours dans l'heure parce que c'est tellement le boxon dans la classe que la prof n'arrive pas à les tenir et du coup c'est 10 minutes de cours parce qu'elle va dire tout le temps taisez-vous. Bon, on commencera pas tant que ce sera pas le calme. Ah oui, donc quand j'annonce que les collégiens français peuvent perdre en moyenne 7 jours et demi de cours chaque année, vous ça vous étonne pas finalement ? Non, pas du tout. Ça vous étonne pas ? Pas du tout. Moi non plus. Moi non plus. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème déjà au niveau des enfants. L'éducation n'est plus la même. Les parents, quoi qu'on dise, il y en a. Enfin, moi, je pense que les parents sont fautifs parce que les parents sont beaucoup moins stricts qu'avant, sont beaucoup plus cool et parce que bon, soi-disant que quand on n'est pas, enfin, il faut être cool. Qui dit cool dit faut pas de punition, pas si, il faut laisser tout passer. Moi, je suis pas du tout. Je suis peut-être un peu dure. Mais au moins, mon fils a eu j'ai un fils de 12 ans, enfin bientôt 13. Il a eu des bases assez carrées. Moi, j'ai eu ces bases-là. Et je pense que voilà, je lui ai donné les armes aussi pour avoir un comportement correct en situation scolaire. Après, voilà, je dis pas que tous les parents sont comme ça, mais j'ai dans mon entourage des parents. Il y en a que je trouve trop cool, il y en a que je trouve pas trop, bien. Après, il y a tout, mais il faut pas s'étonner aussi que en situation scolaire, il y a de bazar. Si les enfants n'ont pas de respect des règles, du bien, du mal, etc. Et ça, c'est notre rôle de parents. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça doit être, voilà, tout à fait. L'éducation commence à la maison. De toute façon, c'est pas à l'école que ça se fait. Tout à fait. Et les profs n'ont pas normalement ce rôle. Normalement, ils n'ont pas ce rôle de discipline. Non. Ils ont ce rôle de donner des compétences, du savoir à nos enfants. Et je dirais que ce qui pêche par rapport à la formation des profs depuis déjà pas mal de temps, c'est l'aspect pour moi pédagogique. Parce qu'avec la pédagogie, on réussit à inculquer aux enfants des connaissances dans un esprit ludique, une ambiance justement réceptive. Alors qu'il y a des profs qui manquent tellement de pédagogie que en plus les gosses n'accrochent pas et du coup ils sont distraits, dissipés. Ils peuvent se braquer même, face tout à fait. Et voilà, et ça passe pas. Une approche qui serait pas adaptée. Alors, Benjamin, je suis d'accord avec beaucoup de choses, mais pas avec tout quand même. Je trouve que oui, il devrait y avoir une vraie osmose entre le comportement des parents et des enseignants. Après, à mon avis, les enseignants n'ont pas besoin spécialement de se refaire former. Ils sont enseignants, ils ont voulu l'être, du moins je pense. Donc j'estime qu'ils ont déjà quand même quelques capacités en matière de compréhension des jeunes ou des enfants. Je pense par contre qu'ils n'ont absolument aucun moyen de pression. Le seul moyen de pression qu'ils pourraient avoir, c'est justement, moi je me souviens, on disait, on va prévenir tes parents. Ah oui, là, on va prévenir les parents. De toute façon, vous prenez un quartier difficile. Moi, j'ai ma sœur qui travaille à Pierrefitte dans le 9-3. Je peux vous dire que c'est quand même assez sensible comme coin. Et c'est vrai qu'un professeur, à l'heure actuelle, va pas se rebiffer contre un élève qui est indiscipliné parce qu'il peut avoir des représailles après. Il doit être appuyé, les profs doivent être appuyés par une direction. Et l'ennui, c'est que scolaire, c'est pas forcément le cas. Et puis, comme disait Karine, effectivement, de toute façon, le système scolaire à l'heure actuelle n'est plus adapté à nos enfants. Vous voulez dire, Véronique, que les parents soutiennent pas non plus les positions que prennent les profs en termes de discipline dans l'enceinte de la classe? C'est clair. Est-ce que peut-être
Il est 11h52, il y a peut-être des profs qui sont sortis là maintenant et qui veulent participer à cette émission et nous dire aussi quelles difficultés ils rencontrent ou s'ils sont pas du tout d'accord avec ce qu'on se dit là autour de la table. Bien sûr, vous êtes les bienvenus vous aussi au 0809 400 500, prof ou pas prof. D'ailleurs, vous avez un avis sur cette question de discipline en cours qui parfois laisse un peu à désirer. Voilà, la faute à qui selon vous? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? La société, les élèves, les parents, les profs pas suffisamment formés, les parents qui s'en foutent? Quelle est votre position sur ce sujet? Est-ce qu'il faut les former davantage alors dans l'école du professorat, l'ESP, où sont formés les instituts, les anciens IUFM, qui vont d'ailleurs bientôt changer. Oui. Ça fait pas très longtemps que ça existe et ça va déjà changer. Est-ce qu'il faut ajouter des modules? De la pédagogie. De la pédagogie. Il faut revoir le système. Il n'y en a pas assez, ça c'est sûr. C'est sûr. Et alors ils ont un petit kit, paraît-il, donné par le... Oui, mais ça représente combien de temps et ça va jusqu'où? Pour la première, mais pour la première, l'entrée en classe, la première rentrée, ils ont un kit de comportement, une chose comme ça, d'accord, qui leur est donné. Une cravache. Un moyen de pression, c'est vrai que ça pourrait être bien quand même. Voilà. Bon, sans aller jusque-là, bien sûr. Un hublot. Le martinet. Hier, je suggérais un LBD hier aussi. Un hublot. C'est n'importe quoi. C'est pour voir comment l'élève fonctionne. Vous avez le sentiment d'avoir fait le tour du sujet là? Quand on en arrive au hublot, est-ce qu'on a fait le tour du sujet ou vous avez d'autres choses à... On peut aller bien plus loin, je pense. Ça aurait été intéressant d'avoir l'avis d'un enseignant. Oui, on n'en a pas autour de la table. On va donner un petit kit aux parents, aux nouveaux parents, pour comment dresser leurs enfants. Ça pourrait être une idée. Enfin, moi, je sais que, alors, j'ai pas d'enfants. Par contre, j'ai fait un peu de périscolaire quand même, et je me rends compte que effectivement, ça change bien plus tôt qu'au collège au final. Le comportement des enfants. Moi, quand je vois un petit enfant de 3-4 ans qui me tutoie, et qui en fait qu'à sa tête, c'est qu'il n'écoute pas ce que je dis. C'est quand même impressionnant. Avant, je considère que quand j'étais petit, moi, je respectais tous les adultes. Je considérais que c'était des adultes. Maintenant, on dirait qu'on est des copains. Parce qu'on t'a inculqué ça, en fait. Il y a plus de respect maintenant. Il y a des enfants qui se font, des parents, ils se font mater par leurs propres enfants qui ont 3 ou 4 ans. Ça, c'est et j'en ai dingue. déjà vu pas mal. Et ça me fait peur. Qui se font taper. Imaginez ces enfants-là quand ils auront 13-14 ans. Donc pour vous, c'est reprise en main par les parents. Formation des parents. C'est multifactoriel. Il y a les parents ceux qui sont pas assez, c'est pas évident d'expliquer ça. Ceux qui sont trop cool l'être un peu moins dans certains cas, parce qu'il y a pareil, il faut savoir être cool dans certains cas et puis être ferme dans d'autres cas. C'est pas évident le métier de parent, je dis ça, mais j'ai pas la science infuse ni le manuel parfait, mais il y a les parents, il y a les profs qui, selon moi, manquent de pédagogie, et puis aussi il y a certains profs qui veulent être profs, mais ils savent pas vraiment comment ça sera le concret. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, on peut pas, si c'est pas déjà le cas, je sais pas, je suis pas prof, est-ce qu'il n'y a pas déjà une immersion au tout début du cursus de prof, pour voir avec une classe comment ça se passe, pour justement être confronté au truc dès le début, pour pas justement arriver à avoir ses diplômes, etc., se retrouver devant une classe et puis ah ouais, c'est ça, et puis du coup ça se passe mal. Et quand on n'est pas motivé parce que ça se passe mal, on en fait, c'est encore pire. Et les enfants le ressentent, et puis là c'est un cercle vicieux, je pense aussi. On va rester cool en musique pour alimenter, et pas en chips, 10 milliards d'humains, il va en falloir des paquets, je vous le dis moi. Selon un rapport de l'ONU publié lundi 17 juin, lundi dernier, la population mondiale devrait passer de 7,7 à 9,7 milliards de personnes d'ici 2050. Bon, on va arrondir à 10 milliards pour que ce soit plus simple, avec doublement des habitants de l'Afrique subsaharienne. Tout cela ne va évidemment pas sans poser beaucoup de questions autour de ce que vous voulez d'ailleurs. Moi je lance des pistes: alimentation, pollution, changement climatique, surpopulation, etc. Qu'est-ce qui vous interpelle déjà en premier? Comment est-ce que vous projetez ces 10 milliards en 2050? Alors moi je ne vais pas compliquer, je pense que je vais me reconvertir et ouvrir une maison de retraite. Bonne idée. Ou une maternité, parce que du coup... Pragmatique, sur ce coup-là, Véronique. Non, maison de retraite. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on se projette, on nous dit que les côtes reculent, donc on va avoir de moins en moins d'espace. Et puis la surpopulation. Et puis en même temps, à côté, on a quand même des études qui ont été faites par des Allemands
qui dit qu'en 2050, si on garde à l'état actuel notre façon de consommer et de polluer, on va perdre aussi quelques-uns en chemin, puisque la pollution fait quand même beaucoup de victimes tous les ans, que ce soit en France ou dans le monde, et principalement en Chine et en Inde. Les AVC, des infarctus j'ai perdu le nom, du myocarde. Infarctus ? Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. C'est ça. Et puis, donc oui, la pollution génère quand même pas mal de maladies et fait beaucoup de morts. Alors, je dis pas que c'est une bonne chose et que ça va permettre d'équilibrer, parce que on parle en millions, alors que là, on parle en milliards sur la surpopulation. Mais je sais pas trop quoi en penser, si ce n'est que... Ça vous fait peur ou pas ? Ça me fait peur. Ça me fait peur pour mes enfants, en fait. C'est surtout ça. Parce qu'on sait pas ce que ça va générer. Parce qu'il va sûrement y avoir un combat de territoire. À un moment donné, on va manquer de place. Comment ça va se passer ? Comment la guerre. Voilà, la pollution qui sera, si on fait rien, qui sera augmentée. Et puis, il va falloir manger. Hein, donc. Alors l'alimentation, comment on nourrit 10 milliards de personnes ? On détruit encore un peu plus de nature. On essaye de mettre des hublots un peu plus performants dans les vaches, parce que franchement, ils n'ont pas bien fait le boulot. Non, il y a plein d'idées. Moi, personnellement, c'est un truc qui m'inquiète pas extrêmement, parce que je me dis qu'un jour, il y aura forcément une catastrophe qui va faire baisser la population. La nature est ainsi. Oui, c'est vrai. Quand on étudie un peu les extinctions massives qu'il y a pu y avoir dans l'histoire. Dans la préhistoire, surtout, c'est sans doute en partie lié à des surpopulations de certains individus. Après, une épidémie, ça peut être très très vite fait. Et là, en l'occurrence, pour l'humanité, ça irait sans doute donc extrêmement ça serait paradoxalement salutaire pour l'humanité. Ce serait paradoxalement salutaire le fait de réduire la population, ou ça pourrait être tout simplement la fin après. Non, mais le fait qu'il y ait cette épidémie qui réduise la population sur la planète, ce serait paradoxalement salutaire, selon vous ? Salutaire pour la pérennisation de l'humanité, oui, éventuellement. Tout à fait, d'accord. Parce que là, de toute façon, on fonce vraiment droit dans le mur quand même. C'est clair. En fait, la démographie humaine exponentielle, c'est la cause de tous les maux. Quand on regarde bien, moi, ça fait des années que j'essaie un petit peu de réfléchir, et j'ai vu qu'il y a certaines associations environnementales qui faisaient le même bilan. La pollution des eaux, du sol, problèmes sociaux. Qu'est-ce que j'avais mis ici aussi là ? Tout. Trop de personnes sur Terre, trop de pression anthropique, c'est pas bon. Quelle est la place des milieux naturels ? On voit quasiment tous les jours dans les journaux, il y a tant de pourcentage de biodiversité en moins, tant de surface naturelle en moins. L'homme bouffe tout. L'homme veut être partout, l'homme exploite tout, l'homme va bousiller tout, donc allons-y. Et qu'est-ce qu'on fait ? On constate, on laisse faire ? Vous avez des pistes éventuellement ? Je sais pas. Qu'est-ce que vous imagineriez pouvoir mettre en place pour c'est très compliqué. Endiguer ça ? Le problème, c'est que c'est chaque pays qui... C'est ça. Le problème, c'est que nous, les pays entre guillemets développés, on est peut-être effectivement, on a un taux de natalité à peu près correct, je viens à peu près, mais on consomme énormément. Alors que il y en a qui, le plus simple, le plus débile d'ailleurs, ça serait de dire ouais, mais c'est les pays, c'est l'Afrique subsaharienne et Afrique tout court, c'est l'Inde, c'est l'Asie, c'est l'Amérique centrale, parce que c'est les pays clairement où le taux de fécondité il est explosif. C'est ces pays-là le problème. Mais le problème, c'est que eux, peut-être qu'effectivement, ils ont un taux de fécondité, de natalité énorme, mais eux, ils consomment beaucoup moins que nous. Donc d'un côté, on a des pays qui consomment beaucoup et où on se reproduit entre guillemets moins. Enfin, désolé du terme. C'est ça. Et puis de l'autre, on a des pays où on se reproduit énormément, mais on consomme très peu. Oui. Alors, je pense là, qu'il y a on est en train de faire un constat de riche, alors finalement. Constat de riche. Parce que si on n'était pas dans un pays riche, on constaterait ça, ça poserait un problème pour nous. Pour les riches ou les pauvres ou les pays développés ou pas développés, ça sera un problème de toute façon, les 10 milliards. Ça sera un problème partout. Faut le savoir. Là, de toute façon, il y a fort à parier que ça. C'est vrai qu'au niveau des migrations humaines, on n'a pas fini d'en entendre parler, parce que là, du coup, il y a un vrai déséquilibre qui se crée. En plus, si on rajoute une petite couche de réchauffement climatique là-dessus, une fonte des glaces, ça va être un peu le bazar quand même. Donc, d'ailleurs, est-ce qu'on continuera à pouvoir ne serait-ce que nourrir la population actuelle dans les 50 années qui viennent ? Je suis pas convaincu que faire des prévisions à 40 ans près, ou à 30 ans près. Quand je vois que la météo se trompe au bout de 2-3 jours, elle voit au bout de 2-3 jours, est-ce qu'on peut vraiment faire des prévisions aussi loin ? Sur 10 milliards dans 30 ans ?
Est-ce que c'est possible? On ne sait pas ce qui peut arriver d'ici là. Ouais. Non, c'est vrai. Mais bon, si ça continue comme ça sur les bases de la fécondité, oui, là, ils ont fait une estimation du schéma le plus optimiste et une estimation du schéma le plus pessimiste. Et ils ont fait une moyenne. Et ils ont estimé que ce serait 9,7 milliards d'humains, d'êtres humains sur Terre. Et pourquoi pas explorer Mars alors? C'est peut-être pour ça que on va agrandir. S'y intéresse sérieusement, c'est pour en envoyer certains là-bas. Est-ce que l'alimentation, est-ce qu'on peut c'est peut-être ça le défi, c'est parvenir à alimenter tout ce monde-là sans faire trop de dégâts. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Avant l'alimentation, l'eau, c'est encore plus problématique. Et on va être obligé de ne pas faire trop de dégâts parce que de toute façon, la nature rend ce qu'on appelle des services écologiques dont on se sert et on apprend petit à petit à s'en servir davantage. Je vois avec la lutte biologique ou la protection biologique intégrée ou mettre des arbres en ville pour les îlots de chaleur urbaine. Donc on commence à comprendre que la nature, elle nous rend des services. On commence à le comprendre, mais bon, les derniers travaux sur le parvis de l'hôtel de ville de Reims, pardon, mais je pense qu'on n'a pas dû intégrer tout ce qu'il fallait là, parce que certaines prennent en compte les 3 bacs avec les arbres, ils vont souffrir sur la place Simone Veil la semaine prochaine, je pense. Ils rentreront chez eux. Non, mais ceux qui habitent autour. Non, c'est vrai que. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Effectivement, comme aménagement urbain, c'est pas très à la mode de faire ça. Mais bon, tout minéral comme ça, enfin c'est pas le sujet. Mais donc c'est ces milliards de personnes qu'il va bien falloir nourrir en faisant bien attention de ne pas donc dégrader la planète. Est-ce que d'ailleurs c'est possible? C'est un peu difficile, arriver à ce stade. Il y a peut-être quelques possibilité, je vais encore dire un gros mot, il y a quand même des choses qui pourraient être intéressantes à développer, notamment, je pense, mais je vais me faire lyncher, je pense, les OGM. Les OGM, oui, curieusement. Alors, je parle pas de ceux dont on entend le plus parler, c'est-à-dire ceux qui résistent aux insectes ou ceux qui résistent aux herbicides. Ça, c'est des types d'OGM qui effectivement ne sont pas écologiques à tout point de vue. Ou pas du tout. Ou pas du tout, sans compter des risques de contamination de la nature, effectivement, ça c'est un autre souci. Je pense qu'on devrait vraiment se réfléchir quand même sur le sujet, parce qu'il y a quand même des expérimentations intéressantes qui sont faites sur la tolérance, par exemple au sec, ou sur des plantes qui seraient moins consommatrices. Ça rejoint un petit peu c'est un petit peu comme pour les vaches à hublot, au final, c'est de l'expérimentation. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait de l'expérimentation pour savoir ce qu'on peut faire ou pas ? Compliqué. Est-ce qu'on modifie la nature ou est-ce qu'on la modifie pas? De toute façon, on la modifie déjà, la nature. Donc, qu'on la modifie pas dans le sens où on a envie qu'elle aille? Ou dans le sens qui nous arrange? Moi, je suis une puriste, alors on ne sera pas d'accord. Le problème, donc là, si on parle de population, le problème, c'est la population, c'est les gens. C'est trop de gens sur Terre. Alors, trop d'une même espèce sur Terre. Est-ce que c'est comme... la chanson d'Hélène Ségara, il y a trop de gens qui se baignent. Bon, voilà, il y a trop de gens sur Terre. Aussi. Pardon. Mais est-ce que l'idée, elle n'est pas là? Enfin, je sais pas, moi, je lance une idée comme ça. C'est quoi ton idée? Un sujet. L'idée. Supprimer des gens? On parle. Non. On parle de décroissance économique et pourquoi pas parler de décroissance démographique? Parce que c'est un gros mot aussi, ça, de dire que certaines personnes n'auraient pas le droit de vivre quelque part ou pas le droit de se reproduire. C'est presque interdit. C'est vrai que moi, quand je vois. C'est tabou en tout cas. Ça, c'est tout à fait tabou. On subventionne encore les naissances, donc en donnant de l'argent. Est-ce que c'est la bonne politique du coup? Est-ce que c'est logique par les temps qui courent? La politique d'encourager les naissances? C'est une honte par les temps qui courent d'encourager la natalité. Clairement, moi je suis complètement contre. Oui, mais. Ouais. Alors après, entre liberté et effectivement le rôle de l'État de prévoir demain, et c'est là toute l'ambiguïté. Et d'ailleurs, ces pays où on fait 10, 15 enfants plus, je sais pas, pareil, il n'y a pas de politique de natalité du tout. Est-ce qu'il en faudrait une? Après, est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est applicable et qui prendrait les décisions, les quotas? Parce que d'un pays à l'autre, les problèmes ne sont pas du tout les mêmes, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Il faudrait du coup une gouvernance mondiale presque pour arriver à régler les choses. Et puis alors, je pense qu'ils se mettraient jamais d'accord sur les quotas. Ils se taperaient dessus plutôt qu'autre chose, bien sûr.
C'est presque irréaliste d'arriver à... Il y a une question que je me pose quand même, enfin, j'y pense comme ça, mais je dis peut-être n'importe quoi, mais je vous le dis quand même. Ben oui, allez-y. Dans les pays sous-développés où il y a beaucoup de naissances, ils n'ont pas la pilule comme nous. Oui, c'est la contraception, le souci. Exactement. C'est quand même des pays aussi où il y a une mortalité plus importante. C'est-à-dire que les enfants sont moins bien soignés, tout comme les personnes âgées, tout comme... Tout à fait. Alors, c'est vrai que je me dis, est-ce que c'est réellement les pays sous... Enfin, ça s'autorégule pas, c'est ça le problème. C'est vrai, ils en font tellement que même si tu as 15-20 enfants, il y restera toujours... Ça va, on faisait plusieurs enfants parce que voilà, on était contents quand ils restaient en vie. Donc... Après, moi je pense que ce problème-là, il y a aussi l'histoire de quantitatif ou qualitatif. Là, moi j'ai carrément imprimé un petit graphique que j'ai trouvé, alors j'espère que c'est une bonne source, parce que j'ai pas eu le temps de trop gratter. Sur planetoscope.com, j'ai trouvé un super graphique qui montre l'évolution justement de la démographie mondiale entre 1650 et 2050 du coup. Donc là, puisque j'ai la jonction. Est-ce que vous savez combien il y avait de gens sur Terre en 1650 ? En 1650 ? Oui, au XVIIe siècle. 100 millions ? Non. C'est un quiz, il y a un truc à gagner à la fin, Non, il n'y a pas de... non. Les places de foot. Combien alors ? 500 millions. En fait, on dépasse pas le milliard d'habitants avant 1825. Ah oui. Et après, entre 1825 et 1950, on croît doucement. Révolution industrielle. Voilà. Et après, alors le gros boom, c'est à partir de 1950 et puis jusqu'à 2000, plus 5 milliards. 5 milliards. Là, c'est énorme. Ouais. On est en train d'arriver effectivement dans des strates de population où on n'a aucun recul. Là, on n'a plus aucun contrôle, je dirais. Oui. Oui, c'est sûr. Voilà pour ce sujet sur les 10 milliards d'humains prévus par l'ONU en 2050. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter ou non ? Là-dessus, il y a toujours plein de choses à dire, mais il y a beaucoup de choses intéressantes de dites après. C'est des sujets qui fâchent. Après, c'est la politique. Enfin, les politiques ont la clé, mais voilà. Là, en France, clairement, rien ne bouge à ce sujet. Et je pense que dans les autres pays, à part quelques pays qui ont compris, on est loin d'être. Et est-ce que si vous n'aviez pas d'enfants, est-ce que des chiffres comme ça vous refroidirait éventuellement d'avoir des enfants ? Carrément, personnellement. Ouais. Ça pourrait avoir agir sur votre envie de faire des enfants ? Ça donne une idée des problèmes auxquels ils seront confrontés. C'est parce que là, clairement, vu qu'on n'est même pas en train de se poser la question de ce qu'il faut faire au final, enfin, du moins qu'on dirait que les politiques ne se posent pas vraiment la question, ça veut dire que grosso modo, on va laisser les choses se faire toutes seules. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'une éventuelle pandémie ou qu'est-ce, parce que on n'arrivera pas à se raisonner. Et pourquoi on est quand même une espèce invasive de la Terre. Et en annonçant des chiffres comme ça, donc 10 milliards en 2050, quand on voit comme les jeunes générations sont concernés, sont impliqués dans la défense de la planète, on se dit que finalement ça peut avoir un électrochoc et peut-être réguler. Je connais des personnes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Vous avez déjà des enfants, vous avez un enfant. Mais j'en aurai qu'un. Je connais des personnes en couple qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants à la lumière de ces chiffres-là. Et donc peut-être d'autres plus jeunes également. Donc peut-être que ça va réduire un peu, j'en sais rien. Oui, mais est-ce que le problème se situe vraiment ici ? Effectivement, nous, on a quand même accès facilement à de la contraception ou à des choses comme ça. Bon, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des réflexions de riches. Oui, non, c'est sûr. De pays riches. Si, on peut quand même éviter de subventionner les enfants, passer 2 ou 3 enfants, c'est bon. C'est rien d'en faire 10 non plus. Après, il faut s'en occuper, il faut les éduquer pour qu'ils aillent à l'école et qu'ils soient sages. Voilà, ça en vient à parler. Est-ce qu'on veut du quantitatif ou du qualitatif ? Moi, je résume ça aussi comme ça, l'histoire de la démographie. Plus on est sur la planète, moins les conditions vont être qualitatives. Sauf qu'on ne raisonne pas en termes d'espèces et en termes de quantité d'humains sur la Terre. On raisonne à notre petite échelle pour nous personnellement. Donc, comment on peut le prendre en compte ? Puis là, on parle même pas du problème environnemental avec les espèces avec qui on doit cohabiter et qui ont de moins en moins de place et qui sont de plus en plus... Et qui nous sont très utiles et qu'on dégage. Et voilà. Bien, on arrête là sur la population mondiale. On y reviendra peut-être plus tard. Et en tout cas, on va dans quelques instants parler de musique. Tiens, on va découvrir un peu
Quel est le programme des gens que j'ai rencontrés hier dans la rue, le programme pour ce soir, la fête de la musique, et puis vous nous parlerez du vôtre également, puis combien c'est important peut-être pour vous cette fête de la musique. Ce sera juste après Clara Luciani et la Grenade. La fête de la musique pour vous, c'est quelque chose d'important? Vous le fêtez tous les ans ou ça passe, vous allez boire un coup, rien de plus? Plus ou moins officiellement. Plus ou moins officiellement. C'est-à-dire, vous faites ça dans le dos de quelqu'un, non? Non, mais sortir ce soir-là, oui, souvent. Après, se dire que c'est spécialement pour la fête de la musique, pas pour toujours. profiter de peut-être des groupes que vous ne connaissez pas. Ouais, voilà. Moi, ce soir, je fais un barbecue à Magenta. Il y aura peut-être de la musique, mais j'en sais rien du tout. On verra. Surprise. D'un groupe ou je sais pas. J'ai été invitée à un barbecue géant en extérieur que la commune organise. Après, vous j'ai êtes pas plus de musicien? détails. Oui. Quelqu'un joue de la musique? Ouais. Vous jouez de quoi? La guitare. Depuis longtemps? Oh, depuis mes 13 ans. Ah oui, donc folk, vous êtes touché électrique, quand même un peu. J'ai commencé par le classique et puis après j'ai dévié vers les Beatles, Tracy Chapman, puis un peu de hard rock aussi. Les cheveux longs. C'est ça, voilà. C'est pour ça que j'ai les cheveux longs. Et ce soir, je voulais m'installer sur mon trottoir à jouer de la guitare dans mon petit patelin de 160 habitants. Ouais. Mais mon mari s'est acheté une cornemuse et veut m'accompagner. Donc, je pense que c'est pas un bon plan. Tant pis, je vais rester dans mon séjour. Cornemuse guitare, ça peut marcher ça. Quand on sait jouer la cornemuse, c'est sympa. Oh, le pauvre, il cher. Il nous écoute là? Non, il travaille. Ah, quoique peut-être qu'il m'écoute. Là, pendant le déjeuner, il doit se marrer. Il dit, ça y est, allez, encore, c'est ma fête. Bon, chérie, t'as des progrès à faire en cornemuse. Et Benjamin, c'est quoi vous? Donc moi, je fais du violon. Du violon? Ouais. Depuis longtemps? Depuis que j'ai 4 ans. Donc, oui. Ah ouais, pareil, là aussi. Dans une petite fanfare avec des amis. Donc on n'attend pas effectivement la fête de la musique pour faire de la musique. Fanfare de où? C'est pas une fanfare de village, c'est plutôt une petite formation entre nous. Mais à la base on est basé sur Jean-Fry-sur-Velle. D'accord. Et donc on n'attend pas la fête de la musique pour en faire, mais il n'empêche que c'est vrai que c'est une fête de la musique où on ne jouerait pas, où je ne toucherais pas mon instrument, ça me gênerait. Et vous jouez où alors? Chez les uns, chez les autres. Ce soir. Ah, ce soir, je sais pas. On va peut-être aller à Jonchery. Jonchery? Comme ça, dans la rue? Vous sortez et puis. Ça arrive. Ouais, vous êtes combien? On est 7 ou 8, ça dépend un peu des jours. Charline Gals, le retour. J'adore le violon. Donc voilà, c'est vrai qu'on aime bien un peu tout ce qui est jazz manouche éventuellement. On aime un peu de fanfare de l'Est aussi. Donc balkanique, donc on s'amuse quoi. Ça te dit que j'envoie mon mari avec la cornemuse? Exactement. Ça te dit que j'envoie mon mari et la cornemuse t'accompagner? Dans quelques années, quand il saura servir de la cornemuse, parce que c'est vrai que c'est un bruit quand même particulier. C'est difficile, on dirait plus une vache actuellement quand il joue qu'autre chose. Est-ce qu'on lui met un hublot dans la panse de brebis alors? Un hublot sur une cornemuse, pour le coup, ça peut être drôle. Ça peut être rigolo. Ouais. Ouais. Avec des confettis dedans. Bon, et vous avez prévu quelque chose ce soir, donc un barbecue pour la fête de la musique, et donc puisque vous ne sortez pas avec votre guitare, vous faites quoi du coup, Véronique? Ah non, là ce soir, ça va être repos. Ouais, non, je sortirai pas ce soir. Ok. Bon, on va passer au coup de cœur alors. Ouais. Coup de cœur et coup de gueule des invités, si vous voulez bien. On vient pas vous chercher, faut se servir. Mais taisez-vous pour voir. Au comptoir. C'est mieux. L'humeur des compteurs. À 12h46 sur France Bleu, les coups de cœur et les coups de gueule des invités, on leur demande chaque jour s'il y a des choses qui leur tiennent à cœur, s'ils sont touchés par quelque chose ou qui les agace peut-être. Alors je ne sais pas, combien avons-nous de coups de cœur et de coups de gueule? Les coups de cœur, levez la main. Aucun. Ouais. Que du coup de gueule. On est dégueulards ici, alors désolé. Il faut voir en même temps les sujets qu'on a eus, quoi. C'est clair, on a mis une ambiance. En fait, le coup de gueule, c'est sur le choix des sujets. Voilà, c'est ça, exactement. On commence par qui? Karine? Tour de table par la gauche, comme ça, on va faire après. Moi, c'est assez simple. Coup de gueule contre le gouvernement qui nous embête bien avec des mesures parfois complètement dingues, inutiles, pénibles à vivre, etc. Alors qu'il y a des tas de choses à faire qui pourraient améliorer, justement, on parlait pas mal d'environnement, d'écologie, de bien-être animal, etc. Par exemple, je sais pas moi, un peu plus
taxer les gens qui versent, enfin qui laissent leurs déchets dans les milieux naturels, dans les décharges sauvages. Véronique et moi, on est d'accord pour dire que quand on se balade avec notre appareil photo, on découvre des horreurs à tous les coins de chemin quasiment. Donc ça, évidemment, tant qu'il n'y a pas de répression, tant qu'il n'y a pas de grosses amendes, il y a même dans certains pays mettre des caméras à certains points un peu craignos où ils se servent de ça en fait pour carrément amender les gens qui viennent décharger des trucs. Donc par exemple dans les petits chemins de campagne, il y a des caméras. Il y a des spots parfois, il y a des choses à faire. Je me trouve déjà fliqué en ville, alors si en plus vous m'en remettez dans les chemins de balade... De toute façon, les déchets sont laissés partout, mais vraiment partout. En considérant que le cas de flagrant délit, ça doit être 1 sur 1000, on pourrait multiplier le prix de l'amende par 1000, du coup, dès qu'on jette quelque chose, parce que c'est impressionnant. Il y a partout. Encore, je suis en voiture quelqu'un hier, mais tous les jours j'en vois de toute façon. Après non, les caméras, je pense plutôt, ce serait pour je pense les pays qui font ça, ils les mettent sur les décharges existantes ou qu'ils ont déjà nettoyé, ils ont tout retiré pour pas que ça recommence, pour pas que les gens ramènent au même endroit. Mettre des caméras partout, pour le coup, ça c'est pas trop mon truc. Non, mais pas partout, mais sur des points stratégiques, des points noirs. Oui, des points noirs. Tout à fait. Il y a beaucoup d'abus, quoi. Parce que sans caméra, de toute façon, c'est simple, les gens vont pas se dénoncer entre eux, ça marchera pas. Ça c'est clair. Donc il y avait ça. Sinon, autre idée, moi ce qui m'énerve, c'est au niveau de la grande distribution. On voit encore, il y a du suremballage partout. On suremballe les produits, carton, plastique, machin. Parfois, il y a 2-3 couches. On est en 2019. Le gouvernement aurait pu légiférer là-dessus il y a déjà des années. Il n'y a rien qui est fait. Rien. Donc bon, pareil, je me demande mais pourquoi La responsabilisation des consommateurs aussi. Des consommateurs, mais aussi, je on pense, pourrait les inciter. Des fabricants, parce qu'ils écoutent plus les professeurs. Bien sûr, au niveau des fabricants, on pourrait effectivement, le gouvernement pourrait légiférer pour alléger ça et mettre des normes plus propres entre guillemets. Il y avait ça, puis aussi dernier point. Elle est venue avec sa liste de coups de gueule. Moi, quand j'y vais. Ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on voit des constructions nouvelles qui se construisent partout. Pareil, les milieux. C'est la surpopulation. Oui, voilà. Donc on est d'accord. Donc ça se construit, ça pousse comme des champignons partout sur des terrains qui étaient destinés soit à l'agriculture, soit à des milieux naturels, soit plein de choses. Ça fait des années que je me dis, mais pourquoi on n'aide pas les gens, justement, on leur donne pas des aides pour restaurer de l'ancien? Parce qu'il y a plein de maisons abandonnées ou de bâtiments abandonnés, ils ne servent à rien, ils partent en lambeaux. Ça pourrait être justement réutilisé, réhabilité, etc. Pourquoi l'État n'aide pas justement à conserver ce patrimoine bâti qui a souvent du charme en plus, au lieu justement d'aider parfois pour de la construction neuve ou rien aider du tout, mais pourquoi justement il n'y a pas une carotte pour préserver ce patrimoine et en plus éviter de reconstruire ailleurs du neuf, du béton sur des espaces qui étaient mais ça coûte plus cher de devoir enlever une maison pour pouvoir en remettre une. Oui, ça c'est sûr. C'est juste ça. Encore une fois, moi je pense valorisation et qualité plus que quantité. Et bon, après c'est mon avis personnel. C'est tout. Je suis d'accord. Partagez quand même malgré tout. Oui. Ouais. C'est tout. C'est tout. Pour le coup. Ça va aller. Un petit quatrième. Non. Rien. Un coup de cœur, si. L'accueil ici à France Bleu, il est super. C'est vrai. C'est gentil. Ouais. Merci Karine. Bon, les sujets sont coton, mais... Oui, les sujets sont bien costauds, mais au moins ça nous force à nous surpasser. Vous reviendrez alors? Oui, pas tout de suite. Non, de toute façon, la saison du comptoir s'arrête à partir de vendredi la semaine prochaine. Tout l'été. On ferme, on baisse le rideau. Et voilà, on fait le plein et puis ensuite c'est reparti. Voilà. Ok. Véronique, coup de cœur, coup de gueule? Alors, je vais sortir de l'écologie un petit peu parce qu'on en a pas mal parlé aujourd'hui. Donc moi, j'ai un coup de gueule depuis quelques années parce que j'en prends conscience maintenant. Ce qui me gêne, moi, c'est dans le cadre du handicap invisible et du handicap en général, c'est ce petit logo qui a été créé d'un bonhomme dans un fauteuil roulant. Parce que c'est ça qui symbolise le handicap à l'heure actuelle. Et le problème, c'est que le handicap, ce n'est pas qu'une personne dans un fauteuil roulant. C'est une personne dans un fauteuil roulant est handicapée, certes, mais ce n'est pas que ça, le handicap. Il faut savoir que, si je me trompe pas dans les chiffres, il y a plus de 70% de personnes handicapées aujourd'hui qui ne sont pas en fauteuil roulant. Donc il y a les personnes qui sont malvoyantes, il y a les personnes qui sont malentendantes, et ensuite il y a les personnes qui sont en traitement de cancer,
qui ont du mal à se déplacer, qui ont du mal à rester debout. Il y a les scléroses en plaques, les fibromyalgies, les syndromes des lèvres dans l'os, dont on a parlé récemment. Ce sont des personnes qui sont debout, qui sont comme tout le monde. On ne voit pas leur souffrance et malheureusement, ils ont la double peine. Ils ont la double peine parce que s'ils se garent sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite, quand ils sortent de leur voiture qui n'ont pas de fauteuil, il est handicapé comme moi celui-là, ça va, tranquille. Et on est regardé, mais avec des yeux vraiment de colère et de méchanceté, voire même des fois se prendre des réflexions. Si vous passez, vous avez un handicap invisible, vous montrez votre carte à la caisse, vous allez être fusillé du regard. Parce que quand on est jeune, on a pas mal. Quand on est jeune, qu'on est debout, on a pas mal, on ne souffre pas. Même des enfants, j'ai entendu dire, moi, que quand on est jeune, on a pas mal au dos. Quand on est jeune, on peut marcher, on peut tenir sur ses jambes. Avoir une place dans le bus, quand on est handicapé, on n'ose même pas demander. Il est prévu que ça change Alors, il y a des associations qui se sont battues pour ça, pour changer ce pictogramme. À l'heure actuelle, il n'y a aucun changement et rien ne se fait. Quoi mettre à la place ? Je pense qu'il y en a un qui a été très bien fait. C'est un sigle d'un bonhomme debout et son ombre, c'est un bonhomme dans un fauteuil. Ah oui ? Ah, d'accord. Et je l'ai trouvé très bien fait, très parlant. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que même moi, il y a quelques années, quand on parlait de handicap, je pense tout de suite fauteuil roulant. Mais pourquoi ? Parce qu'on voit ça tout le temps. Mais c'est vrai que moi, ça me met hors de moi parce que je fais partie d'un regroupement de personnes malades atteintes du syndrome d'Ehlers dans l'os, le club des séduisantes. Je salue toutes les séduisantes de France. Séduisantes parce que SED, c'est le syndrome d'Ehlers dans l'os, et elles sont confrontées constamment à ça. Certaines sont en fauteuil roulant pour les aider, c'est-à-dire qu'elles vont se lever de leur fauteuil pour attraper une boîte de conserve dans le supermarché et se rasseoir. Alors là, je ne dis même pas ce qu'elles se prennent. Tu reviens c'est de lourd, une honte de faire ça. Ah oui, c'est une honte, on n'a pas le droit. Alors qu'ils comprennent pas que quelqu'un qui fait un début de presbytie, il a des lunettes, mais il va quitter ses lunettes parce que voilà. Et puis quand il en a besoin, il met ses lunettes. Et bien un fauteuil roulant, c'est pareil. C'est une aide à la marche parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas marcher longtemps. Et le fauteuil les aide. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir au niveau du handicap invisible pour changer les mentalités des personnes, parce que les personnes atteintes de pathologies qui ne se voient pas sur eux souffrent d'une double peine. Bien, on a entendu le message, Véronique, très clair, avec ce nouveau logo, pourquoi pas, donc un homme valide avec un fauteuil projeté en ombre, c'est ça au sol ? C'est ça. Voilà, nouveau picto pour les personnes handicapées. Benjamin, coup de cœur, coup de gueule ? Alors, plutôt coup de gueule. C'est vrai qu'on est en France après tout. Donc, du coup, moi, Ronchonchon, toi. Oui, t'es Ronchonchon. Vous connaissez cette chanson ? Non. La famille Ronchonchon. Ça. On aura un extrait à la fin ? Ah non, j'ai pas ça. J'ai pas ça en stock. J'y pense maintenant, mais non, j'ai pas ça en stock. Bon, moi, mon coup de gueule, c'est parce qu'on se baladait tout à l'heure avec une collègue. On regardait dans la rue. Où moi je vois des stagiaires qui sont en permanence avec leur téléphone portable ou leur smartphone. C'est hallucinant. Comptez les gens que vous croisez dans la rue, le nombre qu'il y en a qui sont en train de regarder leur écran et le nombre qui lèvent la tête. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est une vraie drogue. Hallucinant. Et alors, et si vous n'analysez que la population de moins de 40 ans, on va dire, là ça monte à 99%, quoi. Et là vous évoquez ceux qui sont dans la rue, mais j'avais lu un truc récemment, même à table. Ah oui, il y en a plein qui le sortent à table, des ados, des enfants, tout ça, alors en conduisant. Mais j'en ai vu un hier ou avant-hier avec le téléphone à la main, mais qui faisait du vélo, en fait. Il faisait du vélo et en même temps. Oui, j'en ai vu un à Épernay aussi comme ça hier. Il est fort, lui. Oui, il y a des gens qui sont doués. Enfin bon, quand, je ne sais pas, mais. Il se faisait un selfie. Donc ça vous agace ? Ça m'agace au plus haut point, parce que c'est un objet qui était censé nous réunir, nous rapprocher des autres, et je trouve que ça nous en éloigne. Et ça nous éloigne d'une vie plus simple et vraiment de savourer les choses faciles. En fait, les gens passent dans les rues, ne regardent même plus de toute façon ce qui s'y passe, et ils ne regardent plus les gens. Enfin. C'est un bel outil, mais c'est comme tout à haute dose, c'est toxique. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est des vrais zombies. Et d'ailleurs, ils le disent dans les médias. Moi, je trouve qu'on n'en fait pas un bon usage, en tout cas. C'est ça. Quand on regarde dans la rue, même dans le restaurant, je vais au restaurant avec mon homme, c'est pareil. On se dit, mais ils se parlent pas, ils ont rien à se dire. Les gens, ils sont tous là avec leur téléphone. Mais même entre collègues, ils mangent entre collègues, ils sont là sur leur téléphone. Moi, ça me sort par les yeux. Et c'est dangereux en plus, parce que quand je vais chercher mes filles au lycée, on apprend tous depuis le plus jeune âge que quand le petit
petit bonhomme il est vert, quand le petit bonhomme est vert, on passe, et quand il est rouge, on passe pas. Eh bien, les lycéens ont le casque dans les oreilles, les yeux sur le téléphone et sont complètement coupés du monde. Et ils regardent même plus le petit bonhomme. C'est à moi de faire attention, de pas les écraser, quoi. Et il disait, je m'excuse, hein, j'enchaîne, mais les voitures électriques, gros coup de gueule aussi, voitures électriques qui font pas de bruit, on se dit, alléluia, quand on habite en ville, quel bonheur d'avoir des voitures silencieuses. Eh bien non, au lieu d'éduquer les gens à lever les yeux de leur smartphone, on préfère imposer un bruit à une voiture silencieuse. Ça, c'est une honte. Alors qu'on ferait attention quand même. Alors les vélos aussi, on va leur imposer un bruit du coup. Parce que bon, je sais pas. Pourquoi pas? Pour la même logique. Non mais par contre il y a un gros boulot d'éducation là, parce que nous encore c'est trop tard. Mais alors nos enfants qui sont là, je vois des parents qui, on revient sur l'éducation, mais on voit des parents parfois qui laissent le téléphone portable leur dans les mains de leur enfant de 3-4 ans. C'est vrai. Au secours. Et pareil, et des ados là, les pré-ados etc, à 10, 12, 11 ans qui ont des téléphones H24 en libre circulation qui ont ça et qui ne sont pas du tout limités. Et moi j'ai un fils, il en a un, c'est pas moi qui lui ai acheté, bref, je ne ferai pas de je préciserai rien là-dessus. Par contre, il n'a pas le droit d'avoir son téléphone toute la journée H24. Il a des créneaux de temps en temps. Déjà ça. C'est pas rien, mais c'est pas non plus open bar. S'il n'y a pas de limite. Exactement. Et puis les enfants, je pense qu'il faut savoir aussi leur faire savourer autre chose. C'est clair. C'est-à-dire que moi, mes filles, c'est beaucoup de sorties, beaucoup de choses qui font que elles s'amusent et elles voient la vie autrement que sur un smartphone. Et du coup, ça les agace elles aussi. Quand Bien joué. Ça les agace de voir des gens qui sont tout le temps sur leur smartphone. C'est vraiment à la base de beaucoup de choses, je pense. Ouais. C'est vrai que dans le regard qu'on porte aux autres, ne serait-ce que ça, c'est à la base. Un gros problème, je pense. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir partagé beaucoup de gueule, donc pour le coup aujourd'hui, mais intéressant d'avoir aussi partagé vos réflexions sur les sujets qu'on vous a proposés aujourd'hui. C'était une première pour tous les trois, je crois. Oui, c'est exactement. Bien ça. J'espère que, je sais pas, quelles sont... Voilà, comment vous vous sentez dans le comptoir ici sur France Bleu. On en oublierait presque le micro du coup. On est